L'objet de cette présentation, c'est prétentieusement c'est la catégorisation de scènes par vision appliquée à la robotique. Alors je ne suis pas roboticien, donc déjà la dernière aspect va être très limité. Donc je tiens à le préciser pour la communauté. Donc je ne répondrai à aucune question sur la robotique, je ne serai incapable. Alors, en tout cas, en marge de cette présentation, il y a eu un challenge sur lequel on a participé, c'était le challenge Robot Vision, qui consistait à déplacer un robot avec des capteurs binoculaires. Et donc, vous avez une image stéréographique et ce robot parcourait un building. Donc, c'était un étage de leur laboratoire de l'équipe qui a soumis ce challenge. Et le but du jeu, c'est qu'il vous distribuait deux bases de collection d'images où le robot visitait différentes pièces. Vous en aviez 9 à l'époque. Et le but du jeu, c'est après, sur des séquences de tests, de retrouver la pièce où laquelle vous étiez. Donc c'est un aspect purement vision, et vous pouvez éventuellement, si vous étiez très très fort en robotique, intégrer des aspects stéréo-vision. Donc il y avait deux bases différentes, parce que pour la base d'apprentissage, vous en avez une qui ressemblait, on va dire, entre guillemets, à celle utilisée pour la phase de test, et une autre qui est qualifiée de hard, où là carrément le chemin du robot dans la base d'apprentissage est complètement différent, les conditions d'illumination, les gens dans les pièces, ils avaient complètement changé le mobilier à l'intérieur, etc. Et donc c'est pour ça que cette base est qualifiée de hard. Donc aussi en différence avec les bases de test, donc il y avait évidemment des personnes en plus présentes dans les pièces, les meubles qui avaient changé, l'illumination, et évidemment des pièces que vous parcourez qui étaient inconnues dans la base d'apprentissage, il fallait bien les étiqueter en pièces inconnues. Donc qu'est-ce qu'on a à faire? On a à faire une problématique de classification, de catégorisation de scènes au sens général, et donc c'est dans cet esprit-là qu'on s'est un peu intéressé et on a répondu à ce challenge-là. Donc au niveau des pièces, vous avez une variabilité. Donc vous en aviez 9, de l'ascenseur à un couloir qui était omniprésent, vous voyez les occurrences des pièces. Donc on se baladait légèrement tout le temps dans le couloir, et puis avec des pièces comme la cuisine et des bureaux. Alors les bureaux, vous aviez différentes tailles, qualifiées de small, et de petits et de grands, mais même pour un humain, au bout d'un moment, on commence à faire la différence, mais du prime abord, ils sont très difficiles à distinguer, parce que vous avez exactement le même type de mobilier, le même type de placement de table, etc. Donc c'est assez difficile comme challenge, mine de rien. Donc c'est un problème, comme je veux dire, d'apprentissage, de reconnaissance d'objets. En tout cas, c'est de cette façon-là qu'on a décidé d'y répondre. Et donc la littérature, elle est assez énorme. Donc on a eu pas mal d'exposés dans ces sujets-là. Donc généralement les participants utilisent des bases du Caltech en images ou VOC, etc. On a eu pas mal de réponses déjà sur ça. Et voici une nouvelle base sur laquelle vous pouvez vous amuser à répondre. C'est le genre de compétition de robotique. Voilà, et c'est assez intéressant parce que ça permet, généralement, certaines méthodes se cassent particulièrement bien la gueule sur ces genres de bases. Donc je vous invite à participer à ces genres de campagnes. Donc sur cette campagne-là, on pouvait utiliser des spécificités propres à cette campagne, qui était la vision stéréoscopique, le déplacement du robot quand même, parce qu'il faut intégrer la cohérence de ce déplacement dans l'espace des états, c'est-à-dire les pièces. Et puis, autre problématique, c'est qu'on avait des bases d'apprentissage qui étaient de taille raisonnable, pas des petites, mais pas des larges bases, comme RVGGU traite. Et donc, pour ces types de bases, les approches, il y a plusieurs architectures possibles. Donc RVGGU nous a présenté pour des bases gigantissimes où on pouvait faire entre guillemets que du matching entre les descripteurs pour aller récupérer les réponses les plus pertinentes pour pouvoir éventuellement classer une pièce, c'est-à-dire qu'on fait une recherche parmi des millions de descripteurs, les descripteurs que l'on calcule sur un frame courant, et on fait la classification par des statistiques de rang. Mais vu que les tailles sont quand même de taille assez homogène, raisonnable, on peut quand même apprendre des modèles, c'est-à-dire faire de la machinery learning, de l'apprentissage au sens classique. Alors, au niveau des architectures, ceux qui font de la vision ou de la catégorisation, généralement, on a une collection d'images, voilà, un certain nombre, assez importante, et on est fort ou non en vision, mais on a en main des boîtes à outils qui nous calculent des descripteurs. Donc à partir de ces images-là, on arrive à extraire des descripteurs, et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend sur chaque descripteur un modèle,
Alors ça peut être un modèle génératif, discriminatif, donc des GMM par exemple pour des modèles génératifs, ou descriptifs où on va s'intéresser plutôt à décrire les frontières de séparation entre classes, donc peu importe. Et associé à chaque descripteur, on va avoir des lambdas qui caractérisent mon modèle. Alors un modèle, qu'est-ce que j'entends par modèle? En général, c'est un bon résumé qui soit décrit mes images ou en tout cas la frontière de séparation entre les classes. Donc le but du jeu, c'est de réduire cette quantité d'informations quand même colossale en des modèles assez pertinents. Donc pour une image de test, lorsque le robot se déplace, il collecte des images, et bien la phase de test est relativement simple. Il va en embarquer, calculer les mêmes descripteurs qu'on a utilisés pour la base d'apprentissage, et puis il a dans un bout de sa mémoire les modèles appris, et puis il va aller calculer le score associé. Et généralement, si on est un peu riche, on va fusionner par une fusion tardive et ben, les scores associés par chaque prédiction des modèles. Et donc on a au bout du compte, on espère, une prédiction qui est assez pertinente. Donc ça, c'est une architecture plutôt fusion tardive. Et souvent, ce qu'on peut faire également, c'est pourquoi fusionner les sorties des modèles, donc après apprentissage de la machine learning. Souvent, ce qu'on peut faire, c'est au contraire intégrer les informations des différents descripteurs en amont, avant, pour arriver au bout du compte à apprendre un seul modèle unique. Alors, soit on concatène bête et méchant les descripteurs comme on fait coutumement, mais du coup on a une augmentation, une explosion de la dimension du descripteur en entrée de la machine. Soit alors on peut faire des approches comme on en a parlé, ce qui est le multiple kernel learning, qui permet soit sélectionner le descripteur ou faire une combinaison de ces descripteurs au niveau intermédiaire et du coup on n'apprend qu'un seul modèle au bout du compte. Donc ça c'est des architectures de fusion précoce. En pratique, malheureusement, c'est problème dépendant. Il n'y a pas une de ces deux architectures qui va marcher systématiquement. Donc malheureusement, je ne peux pas vous dire utiliser celle-ci plutôt qu'une autre entre la fusion tardive et la fusion précoce. C'est ça. Donc c'est l'expérience. Donc il faut vraiment faire les deux. Et donc souvent, c'est pour ça que ça nécessite des gros codes pour un peu tester tout ça. Alors, au niveau de la fusion précoce, qu'est-ce qu'on fait? On y va au niveau d'une image de test, donc on calcule toujours le même descripteur, voilà. Et on a un seul gros modèle, donc si c'est des MKL, on a les différents paramètres bêta associés à chaque noyau, et on prédit avec une seule machine de prédiction pour avoir l'étiquette. Alors, j'ai dit que ces machines d'apprentissage avaient besoin en entrée à manger, ce qu'on va bientôt faire. Et donc c'est à manger, classiquement, ce sont des descripteurs. Donc les descripteurs en vision, à quoi ils servent? Eh bien, ils servent à extraire de l'information parce que ça a aperçu rapidement que classifier les images, d'abord, les tailles sont beaucoup trop importantes. Et puis finalement, paradoxalement, on peut commencer à extraire de l'information, lui faciliter le travail au travers de l'extraction de descripteurs pour, in fine, arriver à une meilleure séparation entre les classes après apprentissage. Donc la variété, la population de descripteurs, elle est monstrueuse. Je ne suis pas du tout aussi spécialiste en descripteurs, mais globalement, je souligne les points sur lesquels ces descripteurs s'appuient, sur des descripteurs de forme, de couleur, de texture, et combinés, voire de moments statistiques. Voilà. Donc ça peut être combiné à la fois couleur et texture, et vice versa. Donc, comme je le dis, ces descripteurs extraits généralement sont plus informationnels que l'image elle-même et souvent permettent de réduire considérablement l'espace d'entrée qui est l'image à l'origine. Donc on peut très bien passer si vous avez une image 140-400, de 140 x 400 ça fait plusieurs millions, enfin 1 million on va dire, à des descripteurs qui peuvent être de dimension 1, 2, 3, bon après on verra qu'on a quand même intérêt à augmenter. Alors, ces descripteurs, on voudrait qu'ils aient quelques qualités. Donc, on a déjà pas mal parlé dans différents exposés. On voudrait qu'ils soient quand même assez invariants à différentes transformations, au moins des transformations affines, genre rotation, échelle, et à différentes perturbations sur l'illumination. Donc, voilà. Qu'on voudrait qu'ils soient, autant que faire soit peu, invariants à différentes perturbations de bruit. Et qui capture, ça on va pouvoir un peu s'amuser, de l'information aussi bien globale et locale. Bon, c'est un peu pieux. Donc on pourra, on va dire, transformer des descripteurs globaux en introduisant avec des architectures pyramidales un peu de localité.
Donc, sous-jacent, c'est que souvent, en intégrant un peu les descripteurs, enfin, on regarde un peu les littératures, on a parlé du CIF que de base était dimension 128, je reviendrai un peu tout à l'heure, mais si on veut intégrer un peu de localité, avec des architectures pyramidales, on peut monter à des dimensions de plusieurs milliers, dizaines de milliers. Donc, on a quand même des descripteurs en entrée qui sont de taille assez importante. Alors, je reviens sur justement l'aspect architecture pyramidale parce qu'elle est commune maintenant à tous les descripteurs. Maintenant, si vous voulez encore améliorer les résultats de vos descripteurs visuels, enfin d'une machine apprenante, souvent vous mettez un niveau d'analyse différent, c'est-à-dire que vous calculez vos descripteurs de façon globale sur toute l'image, et puis vous pouvez découper votre image après en différentes images de différentes tailles, et vous concaténez in fine les descripteurs sur chaque niveau de la pyramide. Donc ça vous augmente proportionnellement la taille du descripteur par le nombre de sous-fenêtres de différentes tailles que vous avez mis en place devant votre pyramide spatiale. Donc ça, le revers médaille, vous avez une augmentation du nombre par un facteur ns de la taille du descripteur. En contrepartie, vous récupérez un peu de localité dans votre descripteur global. Donc voilà. Alors, ce que je ne dis pas, c'est que les descripteurs, généralement, ce sont des histogrammes, donc sont pondérés par la surface, enfin le rapport de surface des fenêtres. Alors, en parlant de descripteurs, je vais en présenter deux vraiment basiques. Et le premier, c'est quand même bien bio-inspiré, quand même, hein, on a eu pas mal de présentations. Archi classique, vous avez une image, et puis on va, entre guillemets, le convoluer par le fameux Laplacien de Gaussien. Là, ici, bon, c'est mal représenté, mais c'est le chapeau mexicain, votre fil de Gabor, là, qui, comme on l'a vu, permettait de réaliser une opération de filtrage puis de dérivée, hein, donc dans un premier temps. Et donc, vous avez deux filtres en général, des filtres orientés qui sont assez allongés selon l'orientation, et vous allez convoluer par ce type de filtre, et vous allez obtenir typiquement ce genre d'image. Puis généralement, ce qui vous intéresse, c'est calculer la dérivée en x, puis la réponse en x, une élongation en x et en y, et vous calculez le module de cette histoire-là, et en même temps que vous calculez le module de ces réponses-là, vous pouvez en déduire aussi l'orientation, donc l'arctangent de cette histoire-là. Et une fois que vous avez calculé ces deux quantités, eh bien, vous allez discrétiser les orientations, un certain nombre d'orientations, donc pas non plus 36 000, mais vous mettez ça en paramètres. Et une fois que vous avez quantifié ces orientations en un certain nombre, vous allez projeter les informations de gradient, enfin de magnitude, sur chacune de ces orientations. Et donc après, vous allez compter, tout simplement, dans une dernière étape, vous allez compter excusez-moi, je reviens dessus, vous allez compter les réponses par orientation. Donc c'est comme ça que le descripteur est construit. Donc c'est relativement simple, c'est-à-dire que c'est un peu finalement ce que fait la nature quelque part, parce qu'on va aller comptabiliser les réponses par orientation, et puis c'est ça qui va nous servir en entrée du descripteur. Donc là aussi, je peux rajouter une échelle pyramidale, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais qui permettent de calculer, entre guillemets, une information d'orientation de l'énergie du gradient, et à différentes échelles homogènes à la taille de la fenêtre d'analyse de la pyramide. Donc ça, c'est, on va dire, un descripteur qui est, on va dire, assez inspiré de la nature, puisque on retrouve un peu nos filtres de Gabor. Alors, je vais parler d'un autre descripteur qui est assez intéressant, et qui est les approches en local binary pattern. Alors c'est très stupide en fait comme descripteur, mais en pratique ça marche terriblement bien. Mais alors je vous invite fortement à utiliser ce genre de descripteur. Donc il y a plein de variantes, mais l'idée est relativement simple. Vous prenez une image ou un paquet de 9 pixels adjoints et vous allez coder l'information par rapport au pixel central. Donc c'est-à-dire que vous allez comparer les 8 voisins associés au pixel central, et vous allez vérifier que, par exemple, si le pixel situé ici est supérieur au pixel central, vous allez mettre un 1, et vice versa, et vous allez tourner dans le sens
horaire par exemple, et au bout du compte vous allez trouver une chaîne comme ça, 1 1 0 0 1 pardon, 1 1 0 1 0 etc. Et puis ça vous code un octet, donc il n'y a pas de souci. Et donc vous vous retrouvez au bout du compte avec un mot quantifié entre 0 et 255. Donc ça c'est la version de base, et ce qui vous permet finalement au bout du compte, vous pouvez encoder différentes formes. Donc c'est une forme paramétrique de dictionnaire, parce que si vous voyez, si vous avez 1 ici, vous pouvez coder des traits verticaux, des traits horizontaux, des diagonaux, en fonction du mot ici que vous pouvez. Donc vous avez entre guillemets 256 formes élémentaires de patterns. Donc c'est une forme complètement paramétrique de dictionary learning. Ici, il n'y a aucun souci. J'essaye de faire la correspondance avec les travaux. Donc il y a plein de variantes. Alors l'avantage des LBP, c'est que vous voyez, déjà il est extrêmement invariant à différentes conditions d'élimination pour le même visage, avec différentes sous-expositions et surexpositions. Et vous voyez au niveau du descripteur, ça vous donne quasiment la même chose. Donc il est très connu pour être invariant à ce genre de conditions. Donc une fois que vous calculez ce genre de pattern sur toute l'image, eh bien vous allez calculer les occurrences par des fenêtres de taille variable, enfin, des patterns, des fenêtres du genre 16 par 16, et vous allez construire un histogramme des occurrences de ces 256 mots visuels qui apparaissent dans chacune des sous-fenêtres. Donc c'est simplement ça, on compte les occurrences de ces mots visuels, mais qui sont paramétriques, parce qu'il y en a 256 possibles. Voilà, donc ça c'est la version de base des LBP, et vous avez plein de variantes. Alors vous pouvez très bien vous imaginer qu'au lieu de prendre un seul pixel, vous intégrez l'information sur S pixels et vous comparez à la zone centrale. Alors ceux qui connaissent un peu les approches Adaboost, vous savez que calculer des intégrales un peu partout et vite fait, l'idée c'est une astuce à 2 centimes d'euros, c'est de calculer l'image intégrale, ce qui permet de calculer une intégrale en 4 points, donc avec 2 additions de soustraction. Donc ça c'est assez intéressant, ce qui permet d'accélérer grandement le calcul de ces LBP on va dire à bloc S. Voilà, vous avez des centers symétriques LBP qui permet notamment de coder l'information du pixel central, enfin plein de variantes. Préfiltrer l'image par des filtres de Gabor avec orienté, ça aussi ça permet de gagner. Utiliser l'information de couleur, donc par des projections colorimétriques qui vont bien. Et une variante qui est assez récente aussi. Alors j'ai une planche de résultats qui vous compare les résultats des SIFT. Bon, alors SIFT c'est des bag of words qui s'appuient sur des descripteurs SIFT. Hein. Donc l'approche, on va dire, qui a été vue quelques fois ici déjà. Et que par rapport au CSLBP, eh bien, on voit que c'est la base, c'est du Caltech, je crois. C'est le Caltech par topic. Ici, vous avez les topics et les performances c'est du NAP, je ne sais pas exactement le critère. Enfin non, c'est pas du NAP, c'est du AP. Et vous voyez par exemple que ce que vous donne du SIFT plus Back of Word par rapport à du LBP, bah, c'est clairement comparable. La seule différence, c'est que là, j'ai pas fait l'étape de construction du dictionnaire. Donc je me suis affranchi de l'apprentissage du dictionnaire. Donc j'ai carrément utilisé directement les images en entrée. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc c'est des méthodes qui sont instantanées et en plus le descripteur est relativement simple. Donc des méthodes simples à calculer qui ne nécessitent pas de calcul de descripteur, etc. Donc ça c'est pour ça que j'apprécie particulièrement ces approches. Alors, quelques planches de résultats que j'ai piquées dans la littérature, c'est de la littérature qui date de 2009-2010 là. Donc vous voyez que rajouter des composantes en couleur, ça aide. Donc vous retrouvez ceux qui sont habitués au SIFT, les différentes transformations colorimétriques qu'utilisent les Hollandais là. Donc notamment en N-opponent ou du U. Donc ce qui permet de gagner par rapport du SIFT de base, qui est ici, quelques points en précision moyenne. Et enfin, une dernière évolution des LBP, c'est les LDP pour Local Derivative Pattern. Alors l'idée, c'est pas de coder le pixel central, mais c'est de coder en fait le gradient de comparer les gradients local et d'encoder les variations de gradient local par rapport au gradient central. Donc il y a toujours une relation de voisinage. Donc on va calculer le gradient dans une direction. Donc on va faire par exemple 9 moins 7 qu'on va comparer à la différence 8 moins 4. Et ça, on va l'encoder ça aussi. Oui. C'est bien proche du SIFT
Non, parce qu'on n'a pas aussi convolué par différentes bandes filtres là. Non, on est même sur l'image. Donc, enfin, tu peux le faire. Alors, peut-être du Gabor préfiltré sur du LDP, peut-être une similarité. Ouais. Et du coup, c'est plus proche du dérivé seconde. Alors, du dérivé seconde, oui, parce que là, je l'ai expliqué à la dérivée 2, mais généralement, il faut l'utiliser. Vous voyez, sur ce graphe-là, vous pouvez appliquer de façon récursive cette approche-là, et vous pouvez monter à l'ordre ici. Ils montrent dans leur papier que le troisième ordre semble grandement amélioré. Alors, vous avez ici le LBP de base, qu'on va dire c'est la dérivée à l'ordre 1. J'approche méchamment. Et en ordre 3, vous avez des grands gains en taux de Rocco sur des bases de visage. Donc c'est assez intéressant. Alors, c'est les Chinois. Bon. Ouais. Je vais te dire Zhang, je ne serais pas loin de la vérité. Non, mais dans les références, c'est marqué. Voilà, la 15. J'ai pas mis de nom. C'était Zhang. Ah non. Voilà. Bon, alors. Ce que je vous ai présenté, c'est l'extraction des descripteurs directement à même l'image, donc assez intéressant, assez rapide. Un descripteur bio-inspiré à partir de la Laplacienne gaussienne, filtre orienté ou du LBP qui encode dans un dictionnaire paramétrique la relation de voisinage. Mais après, je passerai plus rapidement, c'est l'approche bag of word. Or l'idée, c'est au lieu de balancer directement les descripteurs sur une machine learning, avant, vous avez un apprentissage d'un dictionnaire qui se fait offline en général. Okay. Et après cet apprentissage de dictionnaire, vous avez une étape de quantification, si c'est radar segment ou en soft segment, on a vu plein de variantes. Donc le but du jeu, c'est après de calculer les occurrences des mots visuels qui apparaissent dans l'image. Voilà. Donc, ça, c'est le principe, la nouvelle étape qu'on rajoute par rapport au calcul des descripteurs, puis dans la machine apprenante, c'est qu'il faut rajouter un peu cette étape-là, ces deux étapes. Donc, typiquement, les mots visuels ou codebook sont entraînés classiquement par une approche non supervisée de clustering, donc un K-mean ou un GMM, ce qui marche très bien, bon, même si l'ellipse s'en tape un peu, mais ça peut importer des informations, parce que a priori c'est ce que tu soulignais ce matin. Voilà. Et donc, à partir des images, on va extraire alors moult descripteurs, donc que je l'appelle maintenant Z. Et le but du jeu, c'est d'aller apprendre ce dictionnaire. Donc, si c'est un parent K-mean, c'est cette fonction-là qu'on doit minimiser. Donc, ok. Donc, au niveau de l'assignation, il n'y a pas de souci, cette forme quadratique. Et typiquement, dans la quantification, un élément Z, on va l'associer en radar segment par un élément du codebook. Et puis, au bout du compte, cette formulation-là, je vais commencer à la réécrire sous une formulation un peu proche à la Julien, c'est-à-dire qu'on fait apparaître le dictionnaire, et si lui, il les appelle les alpha, mais là, je les appelle les U, mais c'est un peu la même chose. La seule différence, c'est qu'avec un K-mean, les U de n sont des vecteurs qui valent 0, sauf un seul élément qui prennent 1, qui est l'assignation du codebook le plus proche. Donc, c'est pour ça qu'on s'était contacté il y a quelques temps. Moi, j'avais pas mal de patchs à extraire, donc je passais des semaines à apprendre mes K-mean. Donc, c'est pour ça que je t'ai contacté early. Et effectivement, je vous conseille fortement d'utiliser son package Yael parce que les temps d'apprentissage du dictionnaire sont assez impressionnants. Donc, ce qui permet de vous construire des codebooks à des vitesses assez intéressantes. Donc, dans l'approche que je viens de dire, une fois que le dictionnaire D est appris, donc finalement les centroïdes d'un K-mean, si je peux m'exprimer ainsi, eh bien on a une image test et puis on va aller apprendre les U qui permet de trouver l'élément le plus proche de ces centroïdes, et puis c'est comme ça qu'on va pouvoir, une fois qu'on a trouvé ces U pour chaque élément, on va pouvoir construire les occurrences de ces mots visuels en faisant cette petite opération. Donc pour chaque image de test, on va aller comptabiliser le nombre de fois que les mots visuels apparaissent, et après il suffit de faire normaliser. Bon, il y a plein de techniques de normalisation. Bon, c'est du L2 en général ou du L2 clampé. Là, il y en a une que j'ai entendue ce matin là, que vous utilisez qui a l'air pas mal. Pourquoi pas à tester. Donc celle-ci vous permet de vous ramener à être homogène à une densité de probabilité. Donc j'introduis très rapidement, parce que Julien nous a bien présenté les choses, une extension de l'approche back of world qui consiste à dire, attendez, pourquoi je n'assignerai qu'un seul élément de base dans mes U
Pourquoi j'aurais qu'un vecteur de 0 et puis un seul élément qui permet de faire l'association? L'idée, c'est de dire, je peux peut-être associer plusieurs éléments de ma base dans mon dictionnaire. Alors, pas tous, parce que ça serait pas très parcimonieux, mais ce que nous a présenté Julien, c'est de trouver ici qui note alpha, c'est de trouver ces alphas et le D qui va avec, où chaque élément va être associé à plusieurs éléments. Et on va évidemment prendre le nombre de fois qu'il y a une association par un coefficient non nul, et bien il faut que ça représente vraiment que ça soit très parcimonieux par rapport au nombre total d'éléments dans mon dictionnaire. Donc, ce que nous a présenté Julien, c'est que conjointement dans cette problématique-là, Julien m'a dit, pour garantir un peu le côté parcimonieux, on rajoute cette contrainte de parcimonie au travers de ce terme de régulation avec une contrainte L1. Donc si vous voulez faire de la reconstruction bête et méchante, vous mettez lambda égale 0, du coup, mais vous garantissez, vous allez impliquer tous les éléments du codebook. Si vous voulez un peu minimiser le nombre de termes de liens dans les éléments du DICO, vous mettez de la régularisation. Alors, comment c'est fait? Il y en a un peu parlé. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est U et D, simultanément. Vous fixez D et vous trouvez U par un problème d'optimisation linéaire. Et une fois que vous avez un U fixé, vous optimisez D, qui c'est un peu plus coûteux, c'est un problème d'optimisation quadratique convexe, mais sous contrainte quadratique. Je ne rentre pas plus dans les détails, vous avez plein d'informations dans tous les papiers de Julien. Donc, pour une phase de test, une fois que le DICO est appris, donc le D étoile, on va essayer de récupérer le U. Donc, c'est un peu pareil que le camine. Donc, la seule différence, c'est que là, vous avez plusieurs éléments qui vont contribuer par rapport au camine. Donc, tu dois faire un lasso pour récupérer le D, qu'à présent. Voilà, donc tu le trouves le U, c'est ce qu'il nous a présenté, Julien appelle ça alpha. Et une fois qu'on a récupéré le U pour l'image de test en question, une stratégie qui est présentée, alors là il ne s'appelle pas Zhang, mais il s'appelle autrement, donc c'est les gars de NEC. Yang, voilà, ils ont changé un petit peu, c'est facile finalement, je comprends bien le chinois. C'est que là, vu que dans le camine, vous n'avez qu'un seul élément non nul dans le vecteur, dans chaque élément de la matrice D, ici vous avez une certaine parcimonie, donc vous avez plusieurs éléments qui répondent. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la projection qui apporte le plus d'énergie, donc ils font ce qu'ils appellent un max pooling. Donc parmi tous les coefficients alpha qui sont non nuls, ils prennent celui dont l'énergie est la plus forte. Donc voilà, ils extraient comme ça, et puis ils ont une même architecture pyramidale, comme tout le monde, pour essayer d'introduire de la localité dans leur descripteur. Voilà. Alors, un autre raffinement, ce qui peut rejoindre un peu l'idée de ce que nous a présenté Julien tout à l'heure, c'est qu'il veut garantir une certaine contrainte dans proximité dans les éléments visuels, dans le choix des éléments visuels qui vont intervenir dans la reconstruction du patch Z. Donc il va introduire une sorte de fonction de voisinage au travers de F. Et donc ça permet de sélectionner les alphas avec un certain voisinage. Donc ça rejoint un peu ce que tu nous as présenté, je pense, tout à l'heure. Bon, alors la fonction de voisinage est relativement simple, c'est une gaussienne dans l'espace adéquat, qui permet finalement de sélectionner dans les mots visuels, dans les vecteurs du dictionnaire, vraiment ceux qui sont dans un voisinage proche. Donc voilà. Donc ce qui permet de reconstruire un patch avec des choses cohérentes, on va dire un peu spatialement ou dans le dico. On ne va pas aller piocher des éléments de part et d'autre du dictionnaire qui n'ont pas forcément à faire l'un avec l'autre. Donc voilà. Donc ça, vous avez un papier et cette approche-là, c'est ce qui a gagné globalement le challenge VOC l'année dernière. Enfin, ils ont terminé premier. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Donc dans ces approches là de dictionnaire, bag of words, donc au départ camine, à des approches un peu plus intelligentes entre guillemets, de sparse learning, etc. Donc en pratique, il y a un gain d'utiliser des DICO comme ça. Vous améliorez quand même l'apprentissage par rapport à un clustering non supervisé genre à la camine. Vous n'avez pas des gains monstrueux, attention, mais vous avez un gain. Ok. Donc comme Julien nous a présenté, les apprentissages aussi par ces méthodes se fait vite. Donc
Si vous voulez avoir un petit gain, utiliser ces approches parse learning, ça peut être intéressant. Voilà. Et ce que j'ai pas parlé, c'est que aussi un de ces papiers, c'est qu'il apprend conjointement le dictionnaire et en approche supervisée et on va dire le paramètre d'un classifieur qui est linéaire. Donc il fait ça en ligne, c'est un de ses papiers, j'en parlerai.